Parler de biodiversité, c'est quelque chose de compliqué. Pas compliqué dans le sens où, certains éléments, si on parle de physique des cordes, c'est extrêmement compliqué, mais c'est compliqué dans la façon dont on comprend les choses. Et c'est vrai que Wilson, en introduisant ce terme, et ce terme qui s'est développé ensuite très largement dans la société humaine, c'était important parce qu'on quittait le champ simplement de protection de la nature pour aller vers un champ différent. Et c'était un peu l'idée de Wilson, c'était de se dire la biodiversité, elle est partout autour de nous. Le monde est divers et nous avons besoin de cette diversité. Et il avait mis notamment en évidence dans son livre que, par exemple, si on prenait une forêt tropicale, la productivité d'une forêt tropicale était nettement supérieure de ce qu'on peut faire si on le remplace par un champ de soja, et qu'on peut nourrir dans une forêt tropicale énormément de gens si on récolte les fruits de façon raisonnée, si on récolte les ressources, etc., tout en laissant vivre la forêt. Et donc ça c'est intéressant parce que l'idée de biodiversité, c'est de se dire, nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature. Nous sommes un élément, une composante de cette nature, et nous en avons besoin. Ce que je dis lorsque j'ai l'occasion de faire des conférences sur le sujet ou avec mes étudiants, c'est la première réflexion qu'on a, tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité, c'est du vivant. Donc pour manger, on a besoin du vivant. Et un exemple de la perte de biodiversité, c'est simplement le prix du cabillaud. Le cabillaud est un poisson qu'on mange tous. Quand j'étais enfant, en fait, je suis d'une famille catholique à l'époque, le vendredi, on mangeait du poisson. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc on achetait du cabillaud, c'était pas cher. En fait, le cabillaud est devenu un poisson de luxe maintenant, ça coûte plus cher que le steak. Et ça a augmenté en une vingtaine d'années de 540% le prix du cabillaud. Pourquoi ? Parce que le cabillaud, c'est de la morue, et les stocks de morue s'effondrent. Donc en fait, on est directement touché, même dans notre alimentation, par un problème de crise de la biodiversité, par une surexploitation de la nature. Donc on peut expliquer les choses comme ça et dire, c'est vrai que si demain le tigre du Bengale disparaît, si le panda disparaît, si l'orang-outan disparaît, pour moi ça ne change rien à ma vie quotidienne. Par contre, il y a toute une série de choses beaucoup plus proches. La disparition, la diminution des pollinisateurs, ça va avoir une influence sur ma vie quotidienne. Je vais avoir un changement dans mes étals chez le poissonnier. Je vais avoir des différences aussi dans la qualité de mon environnement. Il y a toute une série de choses qui peuvent me toucher directement en termes de biodiversité, auxquelles on n'a pas l'impression en fait d'un changement parce que à notre échelle de temps, qui est très rapide, on ne voit pas vraiment les changements. Pourtant, les changements, ils sont là, ils existent vraiment. Et on s'y adapte. Je pense aux poissons, à l'étal de poissonnier. On a beaucoup plus qu'avant dans les étals de poissonniers, des seiches, des calmars et des choses comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on observe au niveau des océans ? C'est une modification des communautés de poissons avec de plus en plus de céphalopodes, donc de seiches, de calmars, etc. et de moins en moins de poissons. Donc en fait, les pêcheurs ramènent beaucoup plus qu'avant des calmars et donc on en aura beaucoup plus sur nos étals du poissonnier à condition de bien aimer ça. Donc on a ces changements qui s'opèrent. Alors le concept de biodiversité, j'essaye de l'expliquer à mes étudiants en disant, vous imaginez, vous êtes nommé, vous êtes biologiste, vous êtes nommé par un organisme quelconque pour estimer la biodiversité d'une réserve naturelle. Comment vous faites ? Alors vous pouvez aller sur le terrain, répertorier les espèces de plantes, les espèces d'animaux, d'oiseaux,
d'insectes, etc. Et vous avez des listes d'espèces. Et puis on peut faire des indices, montrer que c'est plus ou moins divers, etc. Et puis, vous allez avoir l'impression que c'est incomplet. Parce qu'il y a des tas de choses que vous ne saurez pas déterminer. Simplement, au niveau du sol, vous avez des tas d'organismes. Avoir un inventaire exhaustif, ce n'est pas possible. Vous n'aurez jamais qu'une idée globale. Ensuite, il y a les problèmes des relations entre organismes. Comment savoir si, oui, vous avez telle espèce d'abeille qui est bien présente, mais est-ce qu'elle est en quantité suffisante pour exercer son rôle correct dans l'environnement? Est-ce que la pollinisation des plantes est correcte? Est-ce que la dégradation de la matière organique dans le sol est correcte? Donc il y a tout un aspect fonctionnement qu'il faut intégrer. Puis un aspect survie sur le long terme, c'est-à-dire il y a une saisonnalité. Est-ce que la résistance à l'hiver, est-ce que vous allez avoir des modifications dues à l'hiver? Est-ce qu'il y a une certaine résilience du milieu? Est-ce que d'année en année les choses changent? Comment va changer votre environnement, etc. Donc en fait, appréhender la biodiversité, c'est un mot simple, c'est la nature et son fonctionnement. Et le fonctionnement est central dans ce concept de biodiversité, dans le concept d'interaction entre organismes. Et nous en avons besoin parce que simplement toute l'oxygène qu'on respire, elle provient du vivant. Avant la photosynthèse, on avait une atmosphère très très différente, avec du méthane, avec de l'azote, avec du CO2, mais très peu d'oxygène en fait. Donc l'oxygène qu'on respire, tout ce qu'on mange, c'est du vivant. L'eau est purifiée par des organismes vivants. Donc avoir de l'eau pure, c'est aussi d'avoir des organismes vivants. Donc en fait, notre environnement, ce qu'il y a autour de nous, c'est vraiment ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes dans une coque quelque part dont nous dépendons pour notre vie concrète. Donc ces aspects de biodiversité sont importants et c'est ça qui s'effondre. Ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est que bien sûr, le tigre du Bengale, c'est important, mais ce qui est important aussi, c'est les populations de moineaux en Belgique. Quand on voit les populations de moineaux qui s'effondrent, on peut se poser des questions. Quand on voit que le hérisson est passé du statut d'une espèce commune à une espèce devenue vulnérable, menacée, on peut se poser des questions. Le hérisson a des rôles dans notre environnement, il mange des insectes, il mange des vers de terre, etc. Il participe au fonctionnement global de l'écosystème. Quand on voit une diminution des pollinisateurs, quand on voit que même dans les réserves naturelles en Allemagne, sur des relevés qui ont été faits sur 27 années, ils montrent une diminution de la biomasse d'insectes dans des réserves naturelles de l'ordre de 75% en 27 ans. C'est énorme, c'est gigantesque, et ce sont des milieux qui ne sont pas traités par des insecticides, etc. C'est juste des influences de l'extérieur qui provoquent ça. Donc oui, on a cette chute de la biodiversité et on en a besoin pour notre quotidien. Et alors elle s'accompagne d'autres éléments, parce qu'il y a des éléments de la biodiversité qu'on n'aime pas. Les moustiques, on ne les aime pas, c'est de la biodiversité. La malaria, c'est de la biodiversité, c'est un organisme vivant. Le virus du Covid, c'est un organisme vivant. Et à ce moment-là, on peut comprendre justement que il y a des équilibres dans cet espace naturel et que l'abondance de ces organismes que nous considérons comme négatifs pour nous et qu'on veut combattre va dépendre justement des interactions avec d'autres organismes. Et que si vous avez beaucoup de chauves-souris, vous aurez moins de moustiques. On peut comprendre ça. Et donc voilà, si vous avez envie d'avoir de la lumière dans votre quartier pendant la nuit parce que vous trouvez que c'est plus sécuritaire, en même temps vous aurez plus de moustiques. C'est simple, c'est des relations de biodiversité qu'on peut expliquer facilement. Donc c'est toute une série d'éléments. Et voilà, j'habite dans un quartier boisé et ces dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Les gens, beaucoup de maisons sont revendues, sont rachetées et les nouveaux propriétaires ont tendance à couper les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres, ça fait de l'ombre, ça fait des feuilles mortes. Et alors c'est paradoxal parce qu'ils viennent acheter dans ce quartier-là, parce que c'est boisé, que c'est joli. Et puis, en fait, on assiste à une transformation radicale du quartier. Et donc, on a plus de bruit, parce qu'on a une route pas loin. Et donc, le bruit de la route est amplifié par l'absence d'arbres. On a plus de poussière. On ne voit pratiquement plus de ce qu'on voyait avant, des écureuils, des hérissons, des choses comme ça. Tout ça diminue et on a un appauvrissement de notre qualité de vie, en quelque sorte, de ce que les enfants découvrent dans leur jardin, de toute une série d'éléments. Donc, c'est ça qu'il faut pouvoir intégrer. Alors une question que je me suis posée, qu'on essaye de se poser avec les étudiants et à laquelle on essaye de réfléchir, c'est qu'est-ce qui nous pousse, nous, êtres humains,
à surexploiter à ce point la planète? Comment fonctionne notre système économique? Qu'est-ce qui fait que on est dans un système où on a l'impression de ne pas pouvoir arrêter les choses? Les scientifiques nous disent, il y a des tas de preuves de ça, le climat est en train de déraper complètement. On en a des visions, on vient d'avoir des inondations catastrophiques en Espagne, où les météorologues nous disent, voilà, c'est amplifié par les phénomènes de changement climatique. On a eu ces inondations en Belgique, on peut avoir ça partout. Donc il y a des phénomènes catastrophiques, on va être soumis à toute une série de choses. On sait que on a une perte de fertilité des sols extrêmement inquiétante en agriculture. On a une perte de l'ordre de 25% de la fertilité des sols, c'est considérable alors que la population augmente, donc on devrait pouvoir produire plus, mais on va pouvoir produire moins parce que beaucoup de sols deviennent inutilisables. Donc on va dans le mur, on le sait, il y a des données scientifiques qui montrent ça, il y a des tas de gens qui ont fait des appels là-dessus, mais on ne sait pas s'arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sache pas s'arrêter? Alors on peut réfléchir à ça, et j'ai essayé de faire des synthèses, et ça c'est une opportunité aussi qui m'a été donnée au cours de ma carrière, notamment via le Jardin Extraordinaire. J'ai eu des contacts, on a parlé de Vincent Merckx, qui est un éditeur avec qui j'ai eu pas mal de contacts, mais j'ai eu aussi des contacts avec une maison d'édition, et j'aurais fait part de mon questionnement, d'avoir envie d'écrire un premier livre, en fait, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, et de faire un état de la question de la biodiversité, qu'est-ce qui se passe sur Terre, pourquoi est-ce que ça nous concerne, pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement des problèmes de protection de la nature, que ça dépasse de loin la disparition de l'orang-outan en Indonésie, et qu'on va être affecté dans notre qualité de vie au quotidien, et que en fait ça influence des choses comme la crise migratoire actuelle. Si les gens s'en vont souvent de leur pays, c'est parce qu'ils n'ont plus les ressources nécessaires sur place, parce qu'il y a des problèmes au niveau sécheresse, parce qu'il y a des problèmes au niveau agricole, ou qu'il y a de l'instabilité politique, ça peut être ça aussi, mais voilà, tout est lié. Et donc essayer de parler de ça, et j'ai eu l'occasion d'écrire un premier livre, de faire une synthèse là-dessus, qui s'appelle 10 voies d'avenir pour 9 milliards d'humains. Essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on a comme possibilité de solution. Parce que oui, ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions. Il ne faut pas juste faire un constat, ça va mal, il faut essayer de trouver des solutions. On n'a pas le choix. Et ce n'est pas de l'optimisme, ce n'est pas du pessimisme, c'est simplement, il faut continuer à vivre. La société humaine est quand même une société qui est aussi merveilleuse parce qu'elle apporte des choses, on a une culture extraordinaire, on a une diversité des cultures humaines qui est extraordinaire, on a des réalisations qui sont quand même exceptionnelles. Comment est-ce qu'on peut préserver ça? Et on ne peut le préserver que si on préserve la nature. Donc trouver des solutions, et elles sont de toutes sortes. Dans ce premier livre, j'ai essayé d'être relativement concret, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour avoir des villes où on peut vivre plus facilement, comment reverduriser les villes. Il y a des choses complètement aberrantes. Dans une ville, si vous regardez la façon dont votre ville est conçue, quand il pleut, ce qu'on essaye de faire, c'est éliminer l'eau au plus vite. Ça tombe sur votre toit, ça passe dans des gouttières, ça passe dans des avaloirs, et puis ça va être entraîné dans des égouts, et on essaye d'éliminer l'eau au plus vite pour éviter les inondations. Alors on peut comprendre le principe, mais dans une forêt c'est tout différent. Quand il pleut sur la forêt, l'eau va ruisseler le long des troncs, elle va entrer dans le sol, elle va rester dans le sol, elle va être réutilisée localement et faire fonctionner en fait le système forestier. Est-ce qu'on ne peut pas considérer une ville de la même façon et qu'on utilise l'eau qui tombe naturellement sur la ville, qu'on récupère cette eau, qu'on la fasse vivre quelque part, qu'on la fasse circuler dans la ville? Voilà, ça c'est une des pistes qu'on peut avoir. Alors il y en a toute une série d'autres. Au niveau agricole, par exemple, notre agriculture, elle doit se transformer. On ne peut plus avoir des agricultures industrielles où on implante une seule plante sur des dizaines d'hectares, voire parfois des centaines d'hectares, quand on pense au soja ou au riz ou des choses comme ça. Il faut qu'on diversifie le paysage, parce que ce n'est que dans un paysage diversifié qu'on peut multiplier les interactions et éviter justement que certaines espèces
qui ont été conçus pour exploiter des ressources qui sont disponibles seulement localement et pendant une période courte, se trouvent tout à coup face à des ressources extrêmement abondantes et puissent exploser sur le plan démographique et causer des problèmes. Diversifier le paysage, ça veut dire permettre une meilleure régulation des populations. Ça veut dire aussi qu'on peut accepter une certaine perte au niveau économique. Qu'une partie de la récolte soit détruite, c'est quelque part normal. Évidemment, il y a des limitations, mais voilà, on ne peut pas non plus protéger tout jusqu'à avoir 100% en fait de retour sur investissement. Parfois, il faut une forme de réalisme là-dedans. On doit vivre avec la nature, on doit vivre avec ses contraintes. Puis ça m'a poussé, ce livre est sorti, il a vécu, j'ai eu des commentaires là-dessus, j'ai eu l'occasion de le présenter, d'en discuter, et ça m'a poussé à une deuxième réflexion, qui est de dire, en fait, comment fonctionne notre système économique. Et je suis parti d'une phrase d'Adam Smith, le père quelque part qu'on considère, c'est pas vraiment le père du capitalisme, mais on le met souvent en exergue là-dedans, où il disait que, en fait, notre vie ne dépend pas de la bienveillance du boulanger, du marchand de bière ou du boucher, mais dépend de leur propre égoïsme, c'est-à-dire de leur volonté de développer leur propre intérêt. Si un boulanger fait du pain de qualité, etc., et qui veille bien à son intérêt, en allant chez lui, vous aurez avoir du pain de qualité, mais évidemment, vous allez devoir le rémunérer pour ça, etc. Et donc, il place l'économie capitaliste comme une économie quelque part de l'égoïsme, où chaque individu travaille pour lui-même, pour son propre profit, et est rétribué pour ça. Et c'est l'ensemble en fait de ces comportements égoïstes qui fait fonctionner la société. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement et se dire, est-ce que, pas dans un principe purement collectiviste comme on a eu le marxisme et les différentes formes de communisme, mais de se dire, en fait, l'individu, quelque part, travaille pour lui, mais pas simplement en termes de profit, mais en termes de plaisir d'avoir une qualité de produit, de plaisir de son travail, mais aussi pour la société et intégré dans une société qui lui est reconnaissante pour son travail. Et qu'il ait une rémunération juste en fonction de son travail et que ça ne soit plus basé en fait simplement sur un développement du profit. Donc l'idée c'était de se dire on est dans une société qui quelque part nous pousse à la surexploitation parce qu'à chaque étape de toute production il faut qu'il y ait un profit. Et un exemple simple, si on prend les tomates qu'on mange tous, actuellement, la façon dont ça fonctionne, les petits plants de tomates vont être produits en Hollande et puis ils vont être exportés vers l'Espagne, dans la région d'Almeria par exemple, où ils vont être développés. On va produire des tomates en grande quantité et puis ça va être réexporté chez nous éventuellement. Et donc ça fait une circulation importante on pourrait avoir une production locale beaucoup plus simplifiée et éviter ce genre de choses. Alors, la tomate, c'est encore simple, mais si on prend le morceau de saucisson que j'ai peut-être mangé ce midi, mon morceau de saucisson, c'est un cochon qui est né quelque part en Allemagne. Puis, il est parti pour se faire engraisser en Espagne. Et puis, il est revenu pour se faire terminer d'engraissement, par exemple, en Pologne. Puis il va être abattu, il va être dépecé, non pas en Pologne, mais encore dans un pays tiers, où il va être conditionné, et puis pour finir être vendu sur le marché. Et le cochon va parcourir ainsi des milliers de kilomètres avant d'arriver dans votre assiette. On considère aux États-Unis qu'il y a en moyenne 1650 kilomètres entre le producteur et l'assiette du consommateur, pour chaque aliment produit. Donc on peut imaginer en fait de fonctionner autrement, ce n'est pas nécessaire. Et dans une économie de marché, c'est compréhensible parce qu'à chaque intermédiaire, il va y avoir un profit et parfois quelques centimes de profit sont suffisants, multipliés par des milliers de consommateurs, sont suffisants pour générer un profit considérable. Mais on peut éviter ça. Donc, essayer d'avoir une réflexion par rapport à ça et se dire que tout à coup,
Cette pression qu'on exerce sur nos ressources est telle qu'elle va affecter simplement notre milieu de vie, la diversité. Notre seul capital dont on dispose, c'est le capital naturel. C'est le seul qui se renouvelle. Nous dépendons complètement en fait de la nature, de la photosynthèse, de la production de matière verte. C'est notre seule ressource renouvelable. On ne doit vivre que sur les intérêts de cette ressource renouvelable, c'est-à-dire ce qu'elle produit en plus chaque année, et on ne peut pas vivre sur le capital. Détruire une forêt complètement, c'est utiliser le capital. Chacun d'entre nous sait que si on a une épargne, si on utilise cette épargne et pas son intérêt, après un certain temps, l'épargne elle disparaît, on n'a plus de quoi vivre. Donc l'idée c'était de voir est-ce qu'on peut mettre sur pied une économie qui soit plus bienveillante, qui ne soit pas dictatoriale, qui puisse être participative, c'est-à-dire avec une participation de tout un chacun en fait dans la gestion quotidienne, qui puisse aller même, ce qui se fait dans certains cas mais qui est difficile, à une participation dans des conseils d'administration d'une société privée. Pour l'instant, dans une compagnie privée, il n'y a que les actionnaires qui ont le droit de dire quelque chose. Est-ce que pourtant la société civile dans son ensemble n'a pas quelque chose à dire si une grosse société comme Google prend des options politiques qui sont des options dont le but, quelque part, est de faire plus de bénéfices. Mais bénéfices à quel prix pour la population globale? Est-ce que dans toute société, il ne devrait pas y avoir des représentants de la société publique, en quelque sorte, qui puisse à certains moments dire non, en fait, ce type d'option n'est pas utilisable parce que s'il y a un bénéfice pour vous, il y a un coût par ailleurs. Et voilà. Et c'est aussi le cas de la dette. Vous savez que la Belgique a une dette publique, l'Europe a une dette publique, les États-Unis ont une dette publique colossale, tous les pays au monde, enfin beaucoup, ont une dette publique importante. C'est quoi cette dette? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a prêté de l'argent à un organisme, on a créé de l'argent, et cet argent, en fait, on compte avoir un retour, c'est-à-dire qu'il soit remboursé avec un intérêt. Mais c'est quoi l'intérêt? En fait, l'intérêt de toute la dette qui existe dans le monde, c'est la capacité de production de la terre. C'est la seule chose qui nous donne une valeur financière, un retour financier possible. S'il n'y a pas cette capacité de production, s'il n'y a pas ce retour-là, on ne sait pas payer l'intérêt ultime de la dette. Donc à un moment donné, la dette sera simplement impayable. Les pays du tiers-monde payent leurs dettes par leurs minéraux, par la forêt qu'ils vendent, etc. Et ils ne payent en réalité que l'intérêt sur leur dette. La dette, elle existe toujours, elle n'est pas éliminée, mais ils utilisent leur capital pour payer l'intérêt aux pays riches. Donc voilà, il y a toute une série d'équilibres à réajuster. Et j'ai essayé au travers de ce livre, qui est le résultat de réflexions avec des étudiants, qui est le résultat de lecture, de faire un constat d'où on en est et de ce qu'on pourrait faire pour éviter les choses, que ça soit en termes de restaurer une économie différente, d'avoir une participation démocratique différente aussi, de donner du temps aux gens. On est dans une civilisation du burn-out. Et André Gorz, qui est un écologue, un écologiste politique, en quelque sorte, un des fondateurs de l'écologie politique que j'aime beaucoup, avait publié un petit opuscule sur la recherche du temps perdu, où il montrait déjà dans les années 80 que les machines, l'automatisation, etc., avaient augmenté considérablement la productivité et qu'on avait besoin de beaucoup moins de gens pour produire la même quantité de biens. Or, en fait, on demandait aux gens de travailler de plus en plus. En réalité, on pourrait libérer du temps de travail pour donner aux gens du temps de loisir, du temps à se consacrer à eux-mêmes, du temps pour participer à une démocratie locale ou plus globale, etc. Du temps pour acheter des produits ou pour cultiver vous-même vos produits et faire à manger. Actuellement, on n'a plus le temps, on va acheter des trucs tout faits qu'on réchauffe au micro-ondes parce qu'on n'a pas le temps.
et donc ça a des conséquences pratiques sur l'environnement. Donc simplement remettre du temps dans la société, et il disait on a les moyens financiers de le faire. Il n'y a pas de souci. Et ça serait une solution aussi, une société du temps retrouvée en quelque sorte, où chacun puisse disposer en fait du temps pour ses propres activités, pour la gestion de l'environnement. Donc l'ensemble, mis avec une agriculture différente, avec une façon différente de gérer les ressources, par exemple la ressource en eau, on pourrait la gérer de façon très, très différente, avec simplement éviter les coûts liés au transport des aliments, les coûts de production, il y a toute une série d'éléments. Et puis il y a d'autres éléments, on est dans une société de plus en plus militarisée, ça coûte cher en fait. Qu'est-ce que consomme un porte-avions en Méditerranée en termes de CO2 chaque jour? Nettement plus que ce qu'un individu en particulier peut produire en CO2. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Quels sont les enjeux? Voilà, on est dans une société aussi instable sur le plan international. Donc essayer de remettre de la démocratie, de la discussion, du dialogue dans tout ça, ça me semble extrêmement important pour l'avenir. Et aussi replacer la nature au centre. Nous sommes une partie de la nature, mais la nature, en fait, nous ne sommes pas là pour l'exploiter. Nous en avons simplement besoin dans notre vie quotidienne. Et il faut prendre conscience de ça, que ce soit à travers l'éducation, à travers la vie quotidienne, et certainement dans un avenir proche, de façon concrète, dans notre façon d'utiliser cette nature.